Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est avec cette phrase de Patrick Lelay prononcée en juillet 2004 que Christophe Nick s'est demandé jusqu'où pouvait aller la télé. En effet, depuis les années 80, le divertissement sur petit écran ne trouve plus sa force dans la moralité ou l'émotion, mais dans l'excitation de nos pulsions primitives. Sexe, violence, cruauté, humiliation, le cocktail parfait pour une audience assujettie à une logique économique plus que culturelle. Prochaine étape sur vos écrans HD, peut-être la mort, en direct. Tout de suite, dans Infrarouge, ménagez vos derniers neurones encore disponibles. Du psycho-voyeuriste de 1983 au loft exhibitionniste des années 2000, en route pour la transgression de tous les tabous. La question qui se pose est celle-ci. Sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes? Sommes-nous des courtiers en chair encore tiède? Ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir? Avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence? Les faits sont là. Il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Autrefois, c'est vous qui faisiez les images, et maintenant, ce sont les images qui vous font. Ces mots ont été prononcés en 1957. Ils prouvent que la télévision a toujours été consciente de son pouvoir de nuisance. Ça ne l'a pas empêché de devenir nuisible. Voici un des programmes de télévision les plus diffusés au monde. Matière première du jeu, l'action, le risque, la répugnance. Au point de jouer avec la mort, sa représentation, son abjection. Le plateau, la chambre mortuaire d'un funérarium. Welcome to day 2. Congratulations on making it this far. Now let's see if you have what it takes to survive day number 2. Benny, ever seen a dead body before? No. Nobody ever touched one? No? No? Well, if a human body is properly embalmed, it takes over 100 years for it to decompose. But no matter how well the coffin is sealed, eventually it'll deteriorate, allowing worms and bugs to attack the body. Get in there. Right. Okay, hop in, lie down. Rest your head on that. All right, let's bring in the worms. Oh, comfy. Don't worry, I'll time it. You're gonna start as soon as I pour, brother. As soon as it touches you. Yeah. Okay, you got 4 minutes. Really gross. Pourquoi des producteurs fabriquent ce genre de programme? Oh, and they bite immediately. Joyful. Pourquoi des chaînes de télé les diffusent? Oh, there's more. Oh. Pourquoi les tabous les plus profonds des sociétés humaines sont-ils devenus des spectacles attrayants qui captivent une majorité des téléspectateurs? Les images qu'on voit aujourd'hui à la télévision, il y a 30 ans, personne ne les aurait supportées. Les gens auraient dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas regarder ça, ils n'auraient même pas voulu le regarder. Aujourd'hui, on montre ça à des gamins de 15 ans, voire moins. Pourquoi? Parce que la capacité à voir des choses abominables est devenue très grande, mais ça veut dire que la sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande. En un peu plus d'un demi-siècle, les programmes de télévision ont muté.
18 aventuriers, 40 jours, un survivant. Les plus regardés sont de purs produits du marché global. Ils portent des noms que la planète entière connaît. Big Brother, Fear Factor, Survivor, L'île de la tentation et autres Secret Story. Ces programmes de télé-réalité s'appuient sur une promesse faite aux téléspectateurs. Les tabous y seront transgressés. Ces émissions-là transgressent quelque chose. Parce que l'homme est un être transgressif. Ce qui fait que l'homme évolue, que les sociétés ont évolué, que le monde s'est modernisé, que la civilisation s'est développée, c'est qu'il y a des transgresseurs, bien entendu. Sans transgression, il n'y a pas d'humanité. L'humanité est transgressive. En même temps, le rapport à la transgression, c'est comme le rapport au feu. C'est-à-dire qu'on a besoin du feu, mais le feu peut nous détruire. La transgression des interdits est un processus en œuvre depuis 30 ans à la télévision. En France, jusqu'au début des années 80, tout ce qui pouvait paraître obscène était banni des écrans. Tout ce qui abordait la sexualité ou l'intimité était très sévèrement encadré. Mais en 1983, une émission d'un nouveau genre bouleverse les conventions. Psycho. Si Michel vous disait, je te mets en demeure de rompre avec cette personne, et ou c'est lui ou c'est moi, qu'est-ce que vous feriez? Ben, j'avoue que ce serait très difficile, parce que pour l'instant, il n'en est pas encore arrivé au stade où il peut pleinement remplacer l'autre. Sur le plan physique uniquement, je dis bien. Alors, je serais très embêtée, mais il faut que je ménage la chèvre et le chou, hein, alors... Il est évident que la télévision a été, pendant, disons, les 30 premières années de son existence, une machine conformiste, ronronnante, accablante pour la jeunesse et pour tous ceux qui voulaient la faire bouger. Et c'était une machine à fabriquer un consensus petit bourgeois assez désolant, souvent. Ça n'a pas été que ça, néanmoins, mais ça a été énormément ça. Et tout à coup, en effet, au début des années 80, finalement, on se dit, ah ben il y a des objets nobles qui apparaissent, parce que Psycho, ça apparaît comme, enfin on va parler des vraies questions. On va parler véritablement de ce qui constitue le fond des gens, on va commencer à s'intéresser aux vrais problèmes, on va s'intéresser, bah oui, à ce que par exemple la psychanalyse a découvert au début du XXe siècle. Donc on se dit, tiens, mais la télévision va devenir intéressante. Moi, mon but, c'est pas de foutre l'autre dehors, mon but, c'est de récupérer ma femme d'elle-même. Et si je suis à la hauteur, j'ai plus de problème. Voilà. Ma femme elle reste avec moi, on fait un couple, et c'est mon but. À la hauteur. Quand on dit à la hauteur, on pense toujours à un modèle, il me semble. Moi-même, j'ai regardé ces émissions, et il n'y a aucun doute que c'est intéressant. Le petit écran réfléchit quelque chose de la société, et ça donne à penser. Le problème, c'est que ça donne à penser si on est capable de prendre la distance qu'il faut par rapport à l'objet. Et progressivement, on va s'habituer à un rapport qui va faire qu'on va perdre cette capacité de prise de distance, y compris parce que les producteurs, les réalisateurs qui vont mettre tout ça au point vont être pris dans une logique qui va leur échapper totalement. Ce sont des apprentis sorciers. Ils sont en train de jouer avec les pulsions. Mais si vous êtes venu dans cette émission, c'est pour essayer de comprendre la cause de vos problèmes sexuels. Quand est-ce qu'ils sont apparus, vos problèmes sexuels? À 18 ans, quand j'ai effectivement quitté le domicile familial, que je me suis retrouvé donc mon propre chef, que j'ai commencé à côtoyer des jeunes filles, et puis que j'en ai rencontré une. Tant que c'était de l'amour platonique, ça allait. Et quand il a fallu passer à l'acte sexuel, donc, impossibilité. Impossibilité d'avoir l'acte sexuel avec elle. Alors, par peur. C'était la peur de quoi? La peur de l'acte. La peur de la femme. Parce que j'avais terriblement peur de ma mère.
Ses coups, son regard, sa voix. Ils sont en train de jouer avec les mécanismes les plus intimes, ils sont en train de jouer avec l'impudique. Et tout le monde sait que s'il y a du voyeurisme, c'est parce qu'il y a aussi de l'exhibitionnisme. Et tout le monde est exhibitionniste. On est éduqué pour ne pas l'être, mais l'exhibitionnisme est en nous, comme toutes les pulsions sont en nous, en chacun de nous. Et donc, à partir de là, on va, en quelque sorte, exciter toutes ces... Ce que Hésiode, le poète grec du 7e siècle, appelle les mots qui sont dans la jarre de Pandora. Les mots, le pluriel de mal. Les malheurs de l'humanité. Hésiode dit ça. Pandora est porteuse dans sa jarre des malheurs de l'humanité, et dès qu'on ouvre cette jarre, ça se répand comme... Eh bien, c'est ce qu'a fait la télévision des années 80 en France. Elle a ouvert la jarre de Pandora. Nous avons d'un côté Nathalie et Frédéric. Frédéric, le caleçon, pratique, c'est tout. J'ai plus que ça. On n'a plus que ça, oui. Et puis alors, Nathalie, le soutien-gorge, la jupe et puis la petite culotte, bien entendu. Les gens qui regardent la télé, consciemment ou pas, savent qu'il y a un phénomène de masse. Et ça compte énormément dans le voyeurisme. Sigmund Freud parle de ce qu'il appelle, ou Lacan, le psychanalyste français, il parle de ce qu'ils appellent la pulsion scopique. Freud explique que l'homme est un être vivant qui a un rapport privilégié à ce qui est visuel. Par exemple, il explique que le mammifère, en principe, c'est un être qui a beaucoup plus de relations olfactives que visuelles. Le chien, par exemple, ce qu'il cherche dans une femelle, c'est pas à avoir ses jolies mamelles, c'est plutôt à avoir les odeurs de la femelle. Et non seulement le chien, mais tous les mammifères. Nous, Freud explique que nous sommes dressés sur nos pattes, nous ne sommes plus au ras du sol, ni au ras du derrière des femelles, et que nous avons désinvesti l'odorat et que nous avons surinvesti l'œil. L'homme est habité, dit donc Freud, par la pulsion scopique. Le rôle du visuel est capital chez l'homme, beaucoup plus important que chez les autres animaux. La télévision exploite ça. Écoutez-moi bien, si vous êtes normalement constitué, en faisant l'amour, vous perdez à peu près 50 calories, ou alors entre 150 et 300. 150 et 300. C'est exact, fini les régimes, bravo. Qui va se déshabiller? Ah bah... Ah bon? Bah non. Eh bah oui, je sais. Je peux retirer mes lunettes, mais... Ah non. Oh comme oh. Imaginez, par exemple, là je suis en train de parler, imaginez que maintenant, derrière moi, au lieu d'avoir cet écran noir, vous mettez des scènes de pénétration porno. Progressivement, la personne qui est en train de m'écouter parler va arrêter de m'écouter parler et va se mettre à regarder le truc porno. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou Benoît XVI. Hein, c'est parce que la pulsion, c'est mécanique. Ça produit de l'automatisme. Et c'est ça la puissance de la pulsion. C'est automatique. Vous mettez un certain type d'image devant un bonhomme, ça le fait bander, pour parler clairement. Et il n'y a rien à faire, ça vous dépasse. Bon. Cette télévision pulsionnelle est encore balbutiante. Mais à la suite de bouleversements politico-économiques considérables, elle va s'imposer comme un genre dominant l'offre de programmes. Tout commence avec la vague des radios libres, que la gauche, alors au pouvoir, avait pourtant légalisée. Mais dans sa logique anticommerciale, la gauche obligeait ses radios à rester locales, sans publicité et associatives. Fin 84, 100 000 jeunes descendent dans la rue pour exiger une dérégulation totale. Le droit pour les plus importantes à couvrir toute la France. J'ai décidé, le gouvernement avec moi, la libération, le terme est un peu excessif peut-être, des ondes. François Mitterrand, tacticien des mouvements de masse, va satisfaire tout le monde en rajoutant. Non seulement il ne s'oppose plus à